Salut à toutes et à tous. Pour cette deuxième émission consacrée à la gestion et au stockage de nos déchets radioactifs, je vous emmène cette semaine en région Grand Est, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, sur la petite commune de Bure. Car c'est ici qu'a été construit, à environ 500 mètres sous terre, un laboratoire grandeur nature qui a pour but d'étudier la possibilité de stocker en profondeur nos déchets radioactifs les plus dangereux. Voici le sommaire. Avec Fred, nous allons découvrir ce grand laboratoire de recherche souterrain ouvert depuis le début des années 2000. Nous rencontrerons aussi des scientifiques et des ingénieurs qui mènent ici de nombreuses études géologiques, environnementales, technologiques et bien d'autres. Des études qui pourraient conduire à la création d'un centre industriel de stockage géologique profond baptisé CIGEO. Objectif, stocker en profondeur des déchets très radioactifs et qui le resteront pendant des milliers d'années. Ce projet concerne donc aussi les générations futures. C'est pourquoi le site est étudié pour pouvoir être réversible. Et ça, c'est un véritable défi technologique que nous vous expliquerons. Alors il faut préciser qu'il s'agit d'un centre de recherche. Il n'y a ici aucun déchet radioactif, mais ces travaux de recherche pourraient déboucher dans quelques années sur la création à 4 km d'ici d'un centre de stockage profond qui accueillerait les déchets les plus contaminés, produits principalement par nos centrales nucléaires. Regardez. Ces déchets très radioactifs proviennent du cœur des réacteurs nucléaires de nos centrales. Ces longs tubes remplis d'uranium constituent le combustible. Lorsqu'ils sont usés, il faut les retirer de leur cuve remplie d'eau et les remplacer par de nouveaux. Le combustible usé quitte alors la centrale et il est transporté en train et en camion vers l'usine de retraitement de La Hague, exploitée par Orano. Elle est située à la pointe de la presqu'île du Cotentin, dans le département de la Manche. Tout au long du voyage, le combustible usé très radioactif est confiné dans des conteneurs d'acier, on les appelle des châteaux, dont les épaisses parois protègent des radiations. Dès son arrivée à La Hague, ce combustible usé est immergé en piscine, car l'eau est une bonne protection contre les rayonnements. Il y reste en moyenne 5 ans, le temps qu'il baisse en température et perde un peu de sa radioactivité. Ensuite commence l'étape du traitement. Toutes les opérations sont automatisées et elles vont permettre de récupérer 96% du combustible. Ce recyclage d'une grande partie de l'uranium et du plutonium permettra de fabriquer de nouveaux combustibles. Les 4% restants sont des déchets ultimes. Ils sont calcinés et mélangés à du verre en fusion, puis coulés dans des conteneurs en inox. Ce sont des déchets hautement radioactifs. Quant aux parties métalliques qui entourent le combustible, elles sont cisaillées et compactées. Ce sont des déchets moyennement radioactifs à vie longue. Pour l'instant, l'ensemble de ces déchets est entreposé ici à La Hague, en grande partie dans ces puits souterrains ventilés en permanence, dans l'attente, bien sûr, d'une solution à long terme. Et cette solution pourrait bien être le futur centre de stockage géologique CIGEO. En résumé, CIGEO devrait donc accueillir d'une part des déchets de haute activité, dits HA, composés des résidus de combustible usé, et d'autre part des déchets de moyenne activité et à vie longue, dits MAVL, composés surtout des parties métalliques qui entourent ce combustible usé. Tous ces déchets mettront des centaines de milliers d'années pour perdre leur radioactivité. Maintenant, retour au laboratoire de l'Andra à Bure, où Fred s'apprête à descendre dans les galeries. Pour accéder au laboratoire souterrain qui se situe exactement à 490 mètres de profondeur, deux puits ont été creusés. L'un fait 4 mètres de diamètre, l'autre 5 mètres de diamètre. C'est celui-ci que nous allons utiliser. Et heureusement, il y a l'ascenseur. Portable coupé. Hop, c'est parti pour 7 minutes de descente à 490 mètres de profondeur. Alors pour la petite histoire, il a fallu près de 4 ans pour creuser ces deux puits d'accès parce qu'au fur et à mesure que l'on creusait, les scientifiques étudiaient mètre par mètre les différentes couches géologiques traversées. Ça leur permettait de mieux connaître l'histoire géologique du site évidemment, mais surtout de vérifier que les différentes couches n'avaient pas été altérées par des phénomènes naturels comme par exemple
exemple des tremblements de terre ou des glaciations. Et ça, c'est très important parce que ce qui compte sur ce site, c'est justement l'étanchéité et la stabilité des couches géologiques. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, on est arrivé. Ah oui, quand même, regardez. Chaque jour, une quarantaine de personnes travaillent dans ce laboratoire souterrain. Fred a rendez-vous avec Emilia Huré. Elle est géologue. Bon alors, si on a choisi cette profondeur, 490 mètres, c'est pas un hasard, Emilia. Eh non, c'est pas un hasard. C'est parce qu'ici, nous sommes dans une énorme couche d'argile. C'est bien ça? Exactement. Est-ce qu'on peut voir où on est? Allez, je te montre. Regarde ça. On descend, on remonte le temps en fait en descendant. Et on traverse le temps. Ici, tu as la coupe géologique des terrains qu'on a sous nos pieds. En l'occurrence, c'est pas très vrai puisqu'on se situe dans ce niveau-là. Okay. Et on se situe actuellement, nous, ici, à peu près 490 mètres, dans une couche d'argile du Callovo-Oxfordien qui fait à peu près 130 mètres d'épaisseur. Voilà. Et qui est datée de 160 millions d'années. Donc la couche, 130 mètres d'épaisseur. Et évidemment, le laboratoire, on le met bien au milieu pour bénéficier de l'argile au-dessus et de l'argile en dessous. Exactement. Alors, le laboratoire est mis en milieu de couche. Ça sera aussi le cas de CIGEO pour garantir, en tout cas, des épaisseurs suffisantes d'argile en dessous et au-dessus du stockage, justement pour que cette argile, qui a des propriétés intéressantes, puisse jouer son rôle de barrière de circulation des éléments radioactifs. Bon, et puis la profondeur, c'est intéressant aussi parce que ça évite les inconvénients qu'on pourrait connaître en surface, comme par exemple l'érosion. Exactement. On a choisi pour le concept du stockage géologique profond, c'est justement de s'abstraire de tous les effets de surface sur le long terme, sur plusieurs milliers d'années. Ça peut être les effets de l'homme ou également les effets de l'érosion ou des glaciations avec l'évolution du climat dans le temps. On va regarder cette argile dans lequel nous sommes. Voilà, alors ça c'est incroyable parce que pour moi l'argile c'est un peu pâte à modeler, mais là non, là c'est de la roche, c'est de la roche argileuse. Oui, et qu'est-ce que sont ces minéraux? Ce sont 50% de minéraux argileux, 25% de minéraux à peu près carbonatés et 25% de minéraux silteux, type un petit peu quartz. On a des minéraux argileux qui sont capables de freiner le transfert de certains éléments chimiques. D'accord. Et en plus de ça, on pourrait dire que c'est une roche qui ne présente pas, contrairement peut-être à d'autres où on imagine des grandes failles ou des choses comme ça, comme on peut trouver dans le granit. Sur le site du laboratoire, non. En tout cas, sur la zone géologique, la zone régionale où a été choisi CIGEO, non, c'est un des critères. Il faut que cette roche, elle soit la plus continue possible et exempte de toute fracturation qui pourrait constituer des drains potentiels pour la diffusion des radioéléments. Le bassin de Paris donne ce cadre exceptionnel. Depuis 20 millions d'années à peu près, il a atteint sa structure actuelle et il n'y a plus aucune activité tectonique au sein de ce bassin, ce qui est très important pour nous. Stabilité. Il y a une très bonne stabilité du site. Et quasiment aucun séisme. C'est une zone que l'on pourrait considérer quasiment asismique. Très bien. Bon, Emilia, il y a combien de kilomètres de galerie? 1,8 km de galerie, Fred. On y va? Allez, on y va, je vous emmène. C'est parti pour la visite. Le projet CIGEO n'est pas tombé du ciel. Nous sommes dans les années 1950. En France, la question de la gestion des déchets radioactifs dangereux commence tout doucement à se poser. Et si on les enfouissait dans les sédiments sous-marins? Si on les stockait dans les profondeurs du sous-sol? Ou alors, si on les envoyait carrément dans l'espace ou on les stockait dans les glaces polaires? Finalement, on choisit de les entreposer, mais de façon provisoire, en attendant une solution définitive. C'est à partir des années 1960 que, progressivement, la communauté scientifique du monde entier se penche sur le stockage géologique profond. L'idée, stocker les déchets radioactifs à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans une couche géologique stable. Cette solution semble être la plus sûre. Elle permet de confiner la radioactivité et de la retenir à distance de la population. Dans les années 1980, le géologue et géophysicien Jean Gogel pose les bases du stockage géologique dans un rapport. L'ANDRA lance des études géologiques sur 4 sites: l'Ain, les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire et l'Aisne. Mais certains élus, agriculteurs ou encore défenseurs de l'environnement s'y opposent. Le gouvernement suspend les travaux de l'ANDRA en 1990 et remet à plat la question de la gestion des déchets radioactifs. Une loi fait alors bouger les choses en 1991. C'est la loi Bataille. Le Parlement vote cette loi
relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Prenons notre temps et rendez-vous dans 15 ans, estime le Parlement. La loi Bataille fixe 3 voies à étudier. La séparation-transmutation, qui consiste à faire disparaître la radioactivité des déchets de manière accélérée grâce à des processus en réacteur. L'entreposage de longue durée, dont le but est d'entreposer en surface ou à quelques mètres sous terre les déchets, et le stockage profond. Les 2 premières sont confiées au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et les recherches sur le stockage profond à l'ANDRA. Pour le stockage géologique profond, 4 départements candidats sont étudiés: le Gard, la Vienne, la Meuse et la Haute-Marne. En 1998, sur la base de rapports évalués par l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, et la CNE, la Commission nationale d'évaluation, le gouvernement choisit la Meuse-Haute-Marne, désormais fusionnée en un seul site, pour sa couche d'argile, et décide d'y faire construire un laboratoire souterrain de recherche en vue de l'implantation d'un centre de stockage géologique. Et le creusement du laboratoire commence en 2000. En 2005, le CEA et l'ANDRA remettent au gouvernement les conclusions de leurs recherches sur les 3 méthodes. Concernant la séparation-transmutation, un problème se pose. Cette méthode ne fonctionne que sur certains éléments radioactifs, nécessite des réacteurs nucléaires et génère elle-même des déchets. Et concernant l'entreposage de longue durée, les déchets devront être récupérés après 300 ans, ce qui nécessiterait de faire encore et encore de nouvelles installations. Quant aux recherches sur le stockage profond dans le département de Meuse-Haute-Marne, elles prouvent que cette solution est la plus sûre pour isoler les déchets radioactifs à long terme. Ces conclusions sont aussi validées par l'ASN, la CNE et par des experts internationaux. En 2006, au terme d'un débat public, le Parlement retient le stockage profond comme la solution de référence, à une condition: que le stockage soit réversible pendant au minimum 1 siècle. Autrement dit, que l'on puisse revenir en arrière si, par exemple, cette solution pose problème, ou si l'on trouve une meilleure solution. L'ANDRA se voit confier la mission de concevoir et réaliser cette solution de stockage et lance des investigations géologiques approfondies sur le terrain. En 2009, après de nombreuses investigations, notamment géologiques et environnementales, l'ANDRA définit ce que l'on appelle la ZIRA, la zone d'intérêt pour la reconnaissance approfondie. Cette zone de 25 km² a été choisie bien sûr en raison de la présence d'une épaisse couche d'argile en profondeur, mais aussi sur des critères environnementaux. Pas d'habitation, pas de risque d'inondation, pas d'impact sur les infrastructures ni sur le patrimoine, etc., etc. Bref, dans cette ZIRA, toutes les conditions sont réunies pour accueillir les futurs colis de déchets hautement radioactifs. En 2011, la conception industrielle est enfin lancée. C'est là que le projet prend le nom de CIGEO, pour Centre industriel de stockage géologique. En 2014, l'ANDRA commence la phase dite d'avant-projet sommaire, qui sert à affiner le projet, à s'assurer que tout fonctionne correctement, à chiffrer les coûts. Une loi, votée le 25 juillet 2016, définit plus en détail la réversibilité et entérine le fait qu'il y aura une phase industrielle pilote. En 2020, l'ANDRA doit déposer une demande d'autorisation de création de CIGEO, une sorte de permis de construire. Après une instruction de plusieurs années par l'Autorité de sûreté nucléaire, puis un décret en Conseil d'État, les travaux de construction du centre pourraient démarrer. Quelques années plus tard, CIGEO pourrait être mise en service, mais tout doucement, puisqu'il y a d'abord une phase pilote d'au moins 10 ans, au terme de laquelle les premières conclusions devraient être tirées et présentées au Parlement, afin d'effectuer ou non des améliorations. L'objectif, stocker l'ensemble des déchets radioactifs, puis, à l'horizon 2150, refermer le site pour que la couche géologique assure le confinement des éléments radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Bon alors ici c'est un véritable laboratoire grandeur nature. Une des premières choses que vous étudiez évidemment c'est le creusement des galeries parce que ça peut avoir des conséquences sur cette couche d'argile. Oui exactement, donc en fait depuis la création du laboratoire on a testé différents types de creusements et on regarde l'effet de ces creusements sur le comportement de la roche. Le but étant de s'assurer que qu'importe le type de creusement que l'on choisit, il n'affecte pas les propriétés du calomel oxfordien que l'on attend.
qu'on regarde essentiellement, c'est oui, l'effet du creusement en termes d'endommagement, c'est-à-dire autour de la galerie. Parce qu'on a quand même 500 mètres de terrain au-dessus de nous. Oui, exactement, et c'est pour ça qu'au laboratoire souterrain, on teste les différents types de revêtements et de soutènement pour maintenir justement ces galeries. Alors là, on a un type, voilà, des cintres. On a ici une catégorie de soutènement qui a été testée, ce qu'on appelle des galeries de conception souple, avec des revêtements comme ici des cintres coulissants, d'accord, qui vont absorber la déformation. Et là, alors là, on a un style complètement différent. Oui, là, on est vraiment sur des types de revêtements rigides, type voussoirs, voilà, qui sont posés directement à l'arrière du tunnelier. Et le but de comparer ces différentes techniques, c'est quoi? Il y a deux grands objectifs à ça. C'est déjà de s'assurer que les galeries qui vont servir à CIGEO, qui sont nombreuses, on a beaucoup de kilomètres, elles tiennent cette phase d'exploitation, plus d'une centaine d'années minimum. Et puis également que les dispositifs, là, ces grandes galeries, elles n'affectent pas les propriétés de confinement de la couche. D'accord. On continue par là? Oui, on y va. Donc là, on va découvrir une alvéole. On va découvrir une alvéole de stockage. Là, vous avez devant vous un prototype, un démonstrateur de ce que pourra être la zone de stockage pour les déchets de haute activité vie longue. Donc chaque colis de déchets est cylindrique. Sa forme, ça ressemble à une grosse pile. Et vous imaginez, voilà, l'emboîtement successif dans ce grand cylindre en acier où on empilera successivement les déchets. Alors pour le moment, c'est expérimental, on va dire. Pour l'instant, c'est expérimental. Et c'est bourré de capteurs. Il faut savoir que dans le laboratoire, on a plus de 12 000 capteurs qui enregistrent à des pas de temps différents et en continu tous les phénomènes qu'on a décidé d'observer. Ces données, elles sont rapatriées par la surface, par fibre optique, et elles sont analysées par nos équipes pour essayer de comprendre l'évolution phénoménologique de cet ouvrage et à terme de proposer des dispositifs de surveillance. Aujourd'hui, dans ce laboratoire souterrain, une vingtaine d'alvéoles expérimentales sont testées et mises à l'épreuve dans des conditions souvent extrêmes. Bon, alors celle-ci, elle est intéressante parce que là, vous faites des tests de chaleur. Exactement. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ces déchets, les déchets de haute activité, ils sont exothermiques, donc ils libèrent de la chaleur. Donc on se doit d'étudier l'effet de la chaleur à la fois sur le dispositif de stockage et sur le milieu géologique. Et donc les résultats qu'on a obtenus sur différents tests qu'on a menés, en forage et puis là aussi à l'échelle d'un alvéole de stockage, c'est qu'à cette température, il n'y a pas d'effet, en tout cas, il n'y a pas de conséquence de la température sur les propriétés de la roche. Et puis ici, on étudie aussi les interactions entre la couche géologique et les matériaux utilisés pour construire les alvéoles de stockage. Car il faudra que ces matériaux, béton et acier, résistent le mieux possible à l'épreuve du temps. C'est combien d'expérimentations que vous avez pu faire au total dans le labo pour le moment? Au laboratoire, tout confondu, toute thématique confondue, on est à peu près à 70 expérimentations depuis 2003. Toutes ces expérimentations ont un objectif essentiel: connaître et contrôler la migration des éléments radioactifs contenus dans les déchets. Car avec le temps, les colis de déchets vont progressivement se dégrader. Les éléments radioactifs finiront donc par être en contact avec la couche d'argile, puis commenceront tout doucement à se diffuser dans la roche. Ce qui se traduit par une migration des zones les plus concentrées en radionucléine, au cœur des alvéoles, vers les zones les moins concentrées en radionucléine, c'est-à-dire le calove oxfordien qui n'en contient pas initialement. Cette lente migration est un phénomène naturel qu'on ne peut pas éviter. Et c'est là que la couche d'argile du calovo-oxfordien joue son rôle primordial de confinement. Cette couche d'argile, elle présente certaines spécificités. Sa première spécificité, c'est qu'elle contient des minéraux argileux qui ont des capacités de rétention des éléments radioactifs. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir retenir à leur surface pendant des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, les éléments radioactifs, ce qui va empêcher leur migration. Et comme cette couche d'argile est très épaisse, ce phénomène de migration sera extrêmement lent. Il faudra des milliers d'années pour que des éléments radioactifs traversent ne serait-ce qu'1 mètre de roche. Donc, ils ne remonteront pas à la surface avant 1 million d'années, et seulement une partie d'entre eux. C'est le cas de l'iode, du chlore et du sélénium par exemple. L'autre partie restera piégée dans la roche. On cherche en fait à gagner du temps.
Ils auront été stockés depuis des milliers d'années. Leur décroissance radioactive va faire que leur radioactivité aura décru au cours du temps. La radioactivité sera moindre quand les radionucléides arriveront à la surface ou au toit des argillites du calovo oxfordien. Ainsi, l'impact de ces éléments radioactifs à la surface sera infime, 0,01 millisievert par an. En comparaison, la radioactivité naturelle en France est de 2,4 millisievert par an en moyenne. Bon alors, les galeries que nous venons de visiter n'accueilleront jamais de déchets radioactifs. Ça reste un laboratoire. En revanche, ces travaux de recherche pourraient permettre d'ouvrir un site de stockage à 4 km d'ici qui s'appelle CIGEO. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il ouvre ce site? Eh bien, il faut qu'on finalise les études. On est en train de rédiger le dossier de demande d'autorisation de création de CIGEO qu'on va déposer l'année prochaine. Ensuite, l'autorité de sûreté va étudier le dossier, nous donnera une autorisation de création dans les 5 ans à venir. C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui étudie notre dossier. Étudie le dossier. Voilà. Et ensuite, il faut une décision du Parlement qui autorise la création de CIGEO et le début vraiment des travaux, des gros travaux de creusement des galeries et qui sont quand même assez importantes puisqu'on est à 500 mètres de profondeur. Donc ça veut dire les premiers colis de déchets radioactifs, c'est pour quand à peu près hein? Aujourd'hui, c'est à peu près aux alentours de 2035. D'accord. Donc vous y allez vraiment étape par étape, c'est un travail à long terme. Oui, c'est un travail à long terme, c'est important de prendre le temps. Eh bien justement, on va aller les voir, ces colis. Alors les voilà, les fameux colis, enfin plus exactement les conteneurs. Alors eux, ils sont destinés aux déchets moyenne activité, vie longue, c'est ça. Alors c'est quoi? C'est des gros conteneurs en béton qui font entre 16 et 20 cm d'épais, qui pèsent aux alentours de 12 à 17 tonnes avec le colis de déchets à l'intérieur. D'accord. Alors ils sont un peu cassés, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal parce qu'ils ont subi des tests un peu violents hein, quand même, parce que vous les soumettez à quoi, une sorte de qualification en fait. Oui, c'est ça, en fait, on a un programme de qualification qui comporte la chute effectivement, avec plusieurs configurations de chute. Pourquoi vous les faites chuter comme ça? Il y a des risques de chute au moment du stockage? Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de conteneurs à mettre en place sur CIGEO sur toute la durée d'exploitation. Et c'est vrai que le risque, aujourd'hui, l'autorité de sûreté nous demande de prendre en compte le risque de chute accidentelle. D'accord. Et donc, on fait des qualifications à la chute. Et finalement, le résultat des essais que vous avez faits, c'est quoi? Parce qu'on voit qu'il perd un peu de là, en béton. fait, c'est un résultat. Donc là, on a fait chuter sur un angle. Pour nous, le résultat, il est bon puisque le couvercle est resté en place. Les colis de déchets qui étaient à l'intérieur sont aussi restés en place. Qu'on ait un petit peu abîmé le béton, c'est normal. Ouais. Par contre, les armatures métalliques, se sont un peu déformées, mais sont toujours là. Ouais. Et surtout, en fait, on est toujours capable de récupérer cet objet et de le remonter en surface. De l'extraire et de le remonter en surface s'il y a besoin, pour éventuellement sortir les colis et les remettre dans un nouveau conteneur. Les conteneurs sont aussi soumis à des tests d'incendie. Pour cela, ils sont placés dans des fours à gaz pendant 1 heure à une température de 1000 degrés. Les déchets de haute activité, quant à eux, seront placés dans des conteneurs cylindriques en acier. Et les tests portent essentiellement sur leur résistance à la corrosion. Donc en fait, on aura dans le stockage 2 principaux types de déchets, 2 zones de déchets, 2 principaux types de conteneurs en fait. Oui. Voilà. Et maintenant, on va essayer de comprendre comment va fonctionner le site CIGEO. Allons-y. Voilà à quoi le centre industriel de stockage géologique pourrait ressembler. D'abord, les colis seront transportés par train ou par camion depuis le site où ils auront été produits ou entreposés. On parle de colis de déchets. Une fois arrivés à CIGEO, ces colis de déchets seront minutieusement contrôlés, puis sortis de leur emballage de transport pour être conditionnés dans des conteneurs spécifiques. En béton très épais pour les déchets de moyenne activité et en acier soudé de plusieurs centimètres d'épaisseur pour les déchets de haute activité. Le colis de déchets deviendra un colis de stockage. Les colis de stockage seront ensuite placés dans cette grande boîte que l'on appelle hotte de transfert. Elle assurera une meilleure protection contre les rayonnements.
Puis, c'est grâce à ce funiculaire de 5 km de long, incliné à exactement 12%, que les colis descendront à 490 mètres de profondeur, jusqu'à leur compartiment, les alvéoles de stockage. Une fois en bas, dans la zone de stockage, les robots feront tout le travail. Les colis seront stockés en fonction de leur famille. Déchets de moyenne activité à vie longue, ici à gauche, ou déchets de haute activité, à droite. Commençons par les colis de déchets de moyenne activité à vie longue. Ils seront sortis de la hotte, puis acheminés vers l'alvéole pour être empilés étage par étage grâce à ce que l'on appelle un pont stockeur. Quant aux colis de déchets de haute activité, ils seront introduits dans un autre type d'alvéole grâce à une chaîne pousseuse. Ensuite, c'est un robot pousseur qui glissera les colis les uns à la suite des autres, comme des piles, en file indienne, au fond de l'alvéole de 100 mètres de long. Et voilà, si le projet CIGEO obtenait le feu vert, les galeries souterraines devraient pouvoir accueillir 85 000 mètres cubes de déchets radioactifs. C'est l'équivalent de 35 piscines olympiques. Alors ce site CIGEO est prévu pour être exploité Durer pendant une centaine d'années. Une centaine d'années. Pourquoi une centaine d'années? Parce que donc on a donc des colis à descendre au fond et on a une centaine d'années pour pouvoir le faire. Alors la loi, elle dit bien quand même une chose, c'est que ce projet doit être réversible. Ouais. Donc en fait, l'installation ne va pas être construite en une seule fois et tous les colis ne vont pas être descendus d'un coup. Et donc pour ça, on doit donner de la flexibilité de l'installation et aux générations futures le choix de soit concevoir une autre façon de stocker, le faire évoluer et jusqu'à pouvoir retirer les colis de l'installation. Alors justement, retirer les colis, ça c'est intéressant parce que vous avez prévu des robots qui permettent d'aller les chercher, là en l'occurrence pour ces colis, jusqu'au fond des alvéoles. Tout à fait. Donc on a réalisé des démonstrateurs qui permettent de garantir qu'on a un moyen d'aller récupérer le colis. Donc on a ce petit robot qui est associé à un autre petit robot qui nettoie la corrosion qu'on trouvera dans le tubage avant de pouvoir envoyer celui-là récupérer le colis. Donc le robot va venir s'accrocher au colis HA qui se trouvera donc au fond de l'alvéole. Et ensuite, avec un treuil, on vient donc tirer le colis pour l'évacuer. Mais sans le robot nettoyeur, on ne pourrait pas le retirer. Le robot nettoyeur, il vient en première phase pour nettoyer, pour gratter un peu toute la corrosion qu'on a créée artificiellement. Pour ce type d'essai, on a réalisé un brouillard salin qui permet de réaliser de la corrosion comme si dans le tubage, on était à 100 ans d'exploitation. Donc on a un système déjà pour retirer tous les colis que vous appelez HA, haute activité. Et puis tout à fait. Et on a un autre concept de démonstrateur qui permet de effectivement garantir qu'on est capable de récupérer des colis MAVL. Sur un autre concept, mais voilà, on a deux typologies de démonstrateurs qui permettent d'assurer cette fonction. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si les générations futures veulent retirer les colis, vous avez trouvé les solutions. Voilà, en tout cas, il y a des solutions qui existent. Après, ils pourront développer d'autres solutions, mais là, aujourd'hui, on a garanti qu'on est capable de récupérer les deux typologies de colis, les HA et les MAVL. Si CIGEO obtient le feu vert, sa fermeture est prévue pour 2150. Mais comment signifier, aux générations futures, la nature des déchets stockés sous terre? C'est tout le défi, ce que l'on appelle le travail de mémoire. La mémoire, ça sert à transmettre l'information sur le centre de stockage et à éviter notamment des intrusions jusqu'à au minimum 500 ans. Quelqu'un qui viendrait explorer le stockage et qui, après avoir exploré, pourrait laisser le forage ouvert, et donc là ça pourrait créer une sorte de court-circuit qui dégraderait les performances du stockage. Pour éviter ces intrusions, les scientifiques œuvrent à poursuivre ce travail de mémoire pendant au minimum 500 ans. Plus on va loin dans le temps, plus on perd de la radioactivité. Donc l'enjeu de la mémoire, c'est justement d'aller le plus loin possible pour que même si au-delà de 500 ans, si on venait explorer le sous-sol, il y aurait un petit impact, aller le plus loin possible pour faire en sorte que ce scénario-là arrive le plus tard possible. Une solution a été trouvée. Écrire toutes les informations à connaître sur ces déchets hautement radioactifs sur du papier. Mais pas n'importe quel papier, du papier permanent, comme cela a été fait pour le centre de stockage de la Manche.
c'est un papier donc, qui, en conditions normales de conservation, va durer au moins 500 ans. Les études nous disent 6 à 10 siècles. C'est un papier qui n'est pas acide, qui n'a pas de lignine, qui a des propriétés de tenue au déchirement, des propriétés mécaniques supérieures. Un exemplaire de ce papier sera présent au moins à 2 endroits différents, sur le site de stockage ou à proximité et aux archives nationales. Mais qui sait si les générations futures parleront toujours français ou sauront toujours lire? Les ingénieurs de l'Andra ont aussi lancé un appel à projets auprès d'artistes pour créer des objets porteurs de messages. Alors les artistes, ils nous aident à réfléchir déjà. Ils ont une autre façon de penser. Ils peuvent aussi produire des œuvres à terme qui elles-mêmes auront une valeur patrimoniale et en s'appuyant sur cette valeur patrimoniale, transmettre aussi de l'information et transmettre la conscience de l'existence du stockage et des informations associées. Les artistes apportent surtout des idées en termes de marqueurs. Pas uniquement, mais surtout en termes de marqueurs. Parmi les œuvres primées, il y a ce projet d'une forêt de champignons dont certaines coupelles seraient en surface et d'autres enterrées. Avec l'idée que dans le temps, donc la tige qui porte la coupelle supérieure se corroderait, disparaîtrait. Les 2 coupelles se retrouveraient dans le sol, à être transportées éventuellement, et donc à laisser aussi une trace, mais qui peut se déplacer, qui pourrait être retrouvée donc, et réinterprétée. Alors il faut savoir que chacune des coupelles donc, a une face plane. En fait, c'est comme des demi-sphères. Et sur la face plane, l'idée, c'est de mettre quelques informations, quelques pictogrammes pour informer de la présence d'un site dangereux. Voilà, cette série de 2 émissions consacrées à la gestion et au stockage de nos déchets radioactifs est terminée. Alors évidemment, le sujet fait toujours débat dans l'opinion publique. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons juste essayé de vous apporter les éléments scientifiques les plus objectifs possibles, en espérant qu'ils permettront d'alimenter ce débat de façon constructive. Alors merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao! Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de ce dossier consacré aux déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte, sachez qu'elle est accessible en cliquant juste en dessous. Voilà, on espère que ce dossier vous a plu et on vous dit à la prochaine. Salut les sorciers!